Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Principales abréviations. AGNU, Assemblée générale des Nations unies. Art. 3 commun. Article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949. CICR, Comité international de la Croix-Rouge. CIJ, Cour internationale de justice. CDI, Commission du droit international. CDDH, Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974 à 1977. CEDH, Convention européenne des droits de l'homme. Commission NUDH, Commission des Nations unies pour les droits de l'homme. Première CG, Convention I de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949. Deuxième CG, Convention II de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949. Troisième CG, Convention III de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949. Quatrième CG, Convention IV de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949. Conférence diplomatique. Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire, 1974 à 1977. Convention de La Haye de 1954. Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Convention commentaire, les conventions de Genève du 12 août 1949 commentaire Pictet J édition Genève CICR vol. IA 4, 1952 à 1958. Cour EDH, Cour européenne des droits de l'homme. Cour IDH, Cour interaméricaine des droits de l'homme. CPI, Cour pénale internationale. CSNU, Conseil de sécurité des Nations unies. DCA, Droit des conflits armés. DIH, Droit international humanitaire. LGDJ, Librairie générale de droit et de jurisprudence. Note. Note de bas de page. NU, Nations unies. OIA, Organisation internationale du travail. OMS, Organisation mondiale de la santé. ONU, Organisation des Nations unies. OUA, Organisation de l'unité africaine. Premier PA ou deuxième PA. Premier ou deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux ou non internationaux, du 8 juin 1977. Protocole, commentaire. Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, Sandoz, Y, SWINARSKI, CH, et Zimmermann, B, édition, Genève CICR Nayoff, 1986. Pub, Presse universitaire de Bruxelles. PUF, Presse universitaire de France. RE accent aigu S, résolution S. RFSY, République fédérative socialiste de Yougoslavie. RICR. Revue internationale de la Croix-Rouge. TMI Nuremberg. Tribunal militaire international à Nuremberg. TMI Tokyo. Tribunal militaire international de Tokyo. TPI. Tribunaux pénaux internationaux. TPIR. Tribunal pénal international pour le Rwanda. TPIY. Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. TSSL, Tribunal spécial pour la Sierra Leone. UNESCO, Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Préface. Le présent travail de recherche que M. Hamid El Hadji met à la disposition des lecteurs est initialement une thèse de doctorat en droit public soutenue, le 13-1-2013, à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Mohamed Ier d'Oujda. Avant et lors de sa soutenance publique en présence d'un large auditoire, les rapporteurs et les membres du jury de ce travail l'ont submergé de propos élogieux eu égard en particulier à l'intérêt et à l'originalité du thème de recherche, au sérieux et à la rigueur avec lesquels la problématique centrale et les problématiques subséquentes ont été traitées.
Au demeurant, la thèse a bénéficié d'une recommandation de publication. Que la coutume soit à la base et à l'origine de l'élaboration du droit international classique, nul n'en disconviendra car les conflits armés sont aussi vieux que l'humanité, alors que la codification des règles non écrites qui en régissent le déroulement dans des traités multilatéraux est relativement récente. Mais de nos jours, plusieurs spécialistes du droit international soutiennent que le traité appréhende parfaitement et harmonieusement la rapidité, la complexité et la technicité des relations internationales modernes. Il relèguerait du coup la coutume ou le droit non écrit à un rang subalterne et plongerait le processus coutumier dans la crise et la récession. Force est de reconnaître cependant que la coutume constitue avec le traité les deux sources principales et directes du droit international moderne. Ces deux modes de formation du droit international ont la même valeur abrogatoire et dérogatoire réciproque, et leurs contradictions éventuelles sont dénouées par l'application de deux règles. La règle spéciale l'emporte sur la règle générale d'une part, la norme postérieure prévaut sur la norme antérieure d'autre part. Plutôt que parler de la crise de la coutume découlant de la codification du droit international et de l'émergence en force des traités, il serait approprié de parler de la coutume des crises internationales car loin de régresser, les règles coutumières conviennent le mieux à la gestion des situations conflictuelles actuelles. En outre, les innombrables résolutions adoptées par les organisations internationales de façon récurrente réactivent le processus coutumier. Dans son acception la plus simple, le droit international humanitaire est une branche largement autonome du droit international qui régit les conflits armés, qui s'applique uniquement en temps de guerre et s'emploie à prévenir et à limiter la souffrance humaine. Ce droit humanitaire a connu depuis la seconde moitié du XIXe siècle un processus continu de codification. La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne fut adoptée en 1864 et révisée en 1906, puis en 1929 et 1949. Après les conventions de La Haye de 1899 et 1907, les 4 conventions de Genève qui représentent la pierre angulaire et le noyau dur de la discipline furent adoptées le 12 août 1949. Elles furent complétées par les protocoles additionnels I et II de Genève en 1977 et le protocole additionnel de 2005. À cela s'ajoute le protocole de Genève de 1925, qui prohibe l'emploi des armes chimiques et bactériologiques, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, adopté le 25 mai 2000 et entré en vigueur le 12 février 2002, la Convention de 1980 sur certaines armes classiques et ses 5 protocoles, la Convention d'Ottawa sur Interdiction des mines antipersonnelles de 1997, entrée en vigueur le 1er mars 1999, le statut de la Cour pénale internationale de 1998, adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, le traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013, etc. Parallèlement à ce processus de codification du droit humanitaire, la communauté internationale a entrepris un effort progressif de règlement pacifique des différends et d'interdiction du recours à la force dans les relations internationales, entamé par le Pacte de la Société des Nations, signé le 28 juin 1919 et entré en vigueur le 10 janvier 1920, mûri par le Pacte Briand-Kellogg, signé le 27 août 1928 à Paris et entré en vigueur le 24 juillet 1929, et entériné solennellement par la Charte des Nations Unies, signé le 26 juin 1945 et entré en vigueur le 24 octobre 1945. Force est de reconnaître cependant que l'évolution du cadre normatif interdisant le recours à la force et régissant le déroulement des conflits armés n'a pas, tant s'en faut, endigué la prolifération des guerres ou humanisé leur dimension dramatique, surtout depuis la fin de la guerre froide et l'éclatement des conflits identitaires, plus intra-étatiques qu'interétatiques, aussi meurtriers et destructeurs que durables et difficiles à cicatriser. En d'autres termes, face à la conflictualité actuelle, la codification du droit international humanitaire n'a pas, tant s'en faut, présenté une panacée.
Le développement remarquable de la codification du droit international humanitaire ne doit pas conduire à perdre de vue le droit humanitaire coutumier qui garde toute son utilité pour plusieurs raisons. Primo, la coutume remédie aux insuffisances, aux lacunes et aux difficultés de mise en œuvre des traités. Secondo, la sous-ratification des traités en entrave l'application et l'applicabilité. Tertio, les traités ne régissent pas d'une manière suffisamment détaillée les conflits armés non internationaux qui dominent la conflictualité internationale actuelle. En quatrième lieu, le glissement des conventions universellement ratifiées en deçà de l'universalité s'opère au moment de la phase intervalle de la création d'un nouvel État comme État successeur qui n'est pas lié juridiquement par des traités conclus par l'État prédécesseur. À ce qui précède, il importe d'ajouter les situations où les parties impliquées dans un conflit armé ne sont pas liées par les mêmes obligations conventionnelles dans leurs rapports réciproques, comme c'est le cas lors des guerres de coalition ou d'opérations internationales de rétablissement de la paix. En outre, puisque les traités du droit international humanitaire sont d'origine foncièrement coutumière, leurs dispositions lient les États qui les ratifient à titre à la fois conventionnel et coutumier, mais elles continuent en tant que règle coutumière à lier les États qui en refusent ou en retardent la ratification. Et c'est au rôle de la coutume dans l'humanisation des conflits armés modernes que s'attelle le présent livre qui s'inscrit, au demeurant, dans la lignée de la publication en 2006, de l'étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier qui a eu le grand succès et l'immense mérite de dégager plus de 160 règles coutumières destinées à combler le vide qui peut résulter de l'application des traités dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Les mérites de ce livre sont innombrables. D'une part, il met en exergue le rôle et la place de la coutume dans le droit international humanitaire contemporain, en dépit de sa codification. D'autre part, il identifie les normes coutumières permettant de garantir une meilleure protection de la population civile, des personnes vulnérables, des biens civils, y compris les biens culturels, l'environnement naturel. En outre, il dégage les mécanismes conventionnels et coutumiers permettant de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire aussi bien par les États que par les différentes parties impliquées dans les conflits armés internes ainsi que les conséquences qui découlent de leur violation substantielle. À cette fin, l'auteur a élaboré une étude aussi exhaustive que minutieuse de l'œuvre doctrinale et jurisprudentielle et de la pratique diplomatique des États et des organisations internationales, notamment l'ONU et spécialement le Conseil de sécurité à travers ses résolutions adoptées sur la base du chapitre 7 de la Charte. Devenu un livre, le travail de recherche de M. Hamid El Hadji franchit simultanément les rayons des bibliothèques des facultés de droit pour chercher à acquérir une place dans les librairies publiques et les bibliothèques privées, et postule du coup à une valeur de référence dans les débats que suscite cette articulation entre deux concepts apparemment inconciliables, le droit et la guerre. Le souci d'élargir le cercle des lecteurs a dicté quelques modifications au niveau de l'ossature initiale du travail, mais sans en éroder le fil conducteur, sans en altérer les principales idées prônées par l'auteur, et encore moins la pérennité des arguments qui les étayent. Abdelhak Janati DRISSI. Professeur de droit public. Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Université Mohamed Ier, Oujda. Introduction. Quiconque traite de la conflictualité moderne ne doit pas tomber dans l'illusion en lisant l'article 2, 4 de la Charte des Nations Unies qui interdit l'emploi et la menace du recours à la force armée dans les relations internationales. Malgré la consécration de cette prohibition par la Charte, les conflits armés sont omniprésents dans les rapports humains comme en témoigne leur nombre dans le monde. D'une part, en dérogation du principe général de la prohibition, le droit international autorise le recours à la force à titre exceptionnel, par exemple, l'exercice du droit de légitime défense et les interventions décidées par le Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. D'autre part, les conflits armés se déclenchent en violation du principe de la prohibition sous de faux prétextes juridiques et politiques. Chacune des parties en conflit accuse l'autre partie d'avoir lancé contre elle une agression et prétend exercer le droit de légitime défense. Par ailleurs,
Beaucoup de guerres que le monde a connues depuis 1990 sont des conflits armés non internationaux qui éclatent au sein d'un même État pour des raisons politiques, ethniques, religieuses, tribales, etc. Notons que même dans un conflit armé, il y a certains droits humains fondamentaux qui doivent être respectés. En plus, les parties en conflit doivent respecter toutes les dispositions et les normes du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire, DIH, ou le droit des conflits armés, DCA, est l'une des branches autonomes les plus importantes du droit international public général. Ces règles, qu'elles soient d'origine conventionnelle ou coutumière, sont destinées à régir la conduite des hostilités en période de conflits armés internationaux et non internationaux, tout en cherchant à obtenir un équilibre minutieux entre la nécessité ou les exigences militaires et les préoccupations humanitaires. Ces normes limitent le choix des parties en conflit quant aux méthodes et moyens de guerre, interdisent certains comportements, protègent les personnes et les biens civils, assurent le secours aux non-combattants et sanctionnent les violations de ces dispositions. En somme, ce droit n'a pas pour vocation d'interdire les conflits armés, mais il cherche plutôt à les discipliner et les humaniser. Pour définir l'expression « conflit armé », nous soulignons d'abord que les conventions de Genève ne définissent pas d'une façon précise ce qu'est un conflit armé. Or, la définition de cette notion est d'une grande importance, car ce n'est qu'à partir du moment où il y a un conflit armé que le droit des conflits armés devient applicable et s'étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu'à la conclusion générale de la paix. Il est donc important de définir la notion qui conditionne l'applicabilité du droit. Selon le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ci-après TPIY, un conflit armé existe chaque fois que la force armée est utilisée entre États ou dans le cadre d'un conflit armé prolongé entre l'État et des groupes armés organisés ou entre ces groupes eux-mêmes au sein d'un État. Concernant la définition du conflit armé international, nous pouvons constater l'existence de ce type de conflit dans les hypothèses suivantes. Un conflit qui oppose directement deux États ou plus, des guerres de libération nationale, des conflits internes qui deviennent internationaux du fait qu'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance de belligérance ou qu'ils ont connu une intervention extérieure d'un ou de plusieurs États, ou encore parce que ces conflits ont été l'objet d'une action coercitive des nus sur la base de l'art. 42 de la Charte. Pour définir l'expression « conflit armé non international », on se réfère à deux traités importants. Le premier est le protocole additionnel 2 de 1977, ci-après deuxième PA. Ce protocole précise que le conflit armé non international est tout conflit qui se déroule sur le territoire d'un État, entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent un contrôle territorial qui leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le DIH. Cette définition montre que le deuxième PA s'applique, d'abord, dans une situation où les forces armées gouvernementales affrontent des forces armées dissidentes, c'est-à-dire dans l'hypothèse où une partie de l'armée gouvernementale se révolte. Puis, il s'applique quand des forces armées gouvernementales s'opposent à des insurgés formant des groupes armés organisés. Toutefois, il lui est reproché l'exclusion de son champ d'application, les situations de troubles intérieurs et de tensions internes comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes similaires qui ne sont pas considérés comme des conflits armés. Le second est le statut de la Cour pénale internationale de 1998, ci-après CPI, qui a défini les conflits armés non internationaux auxquels s'appliquent certaines incriminations en rendant plus souples les conditions exigées pour les groupes armés organisés. À cet égard, la condition de territorialité est remplacée par une condition à caractère plus large, à savoir celle de conflit prolongé. La condition d'opposition des forces gouvernementales à des insurgés formant des groupes armés organisés est élargie à l'opposition de groupes armés organisés entre eux. En adoptant ces deux nouveaux critères, le statut de la CPI a opté pour la définition déjà prise par l'arrêt Tadic. Pour définir la coutume, l'art. 38, 1 al. B. du statut de la Cour internationale de justice, ci-après CIJ, de 1945, déclare qu'elle est la preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit. Cette définition montre que l'existence d'une règle de droit international coutumier nécessite deux éléments. L'un matériel, composé de précédents constants dans le temps et uniformes dans l'espace,
et l'autre psychologique, l'opinio juris sive necessitatis, qui est la conviction des États que cette pratique est requise, prohibée ou autorisée en raison d'une règle de droit. En ce qui concerne les rapports entre traités et coutumes, la doctrine est généralement attachée à l'idée qu'ils ont la même force juridique et par conséquent une valeur dérogatoire réciproque. Partant, un traité peut abroger une coutume ou la modifier par exemple. Abolition de la traite des Noirs par la Déclaration de Vienne du 8 février 1890. Mais aussi, la coutume peut abroger un traité ou le modifier en dehors de toute procédure écrite par exemple. L'interdiction d'attaquer sans préavis des navires de commerce par les sous-marins belligérants. À cet égard, le problème des conflits entre les deux sources ne se poserait pas, car si la coutume postérieure abroge le traité, il faut procéder à une nouvelle codification en harmonie avec la pratique nouvelle. D'ailleurs, la jurisprudence de la Commission Érythrée-Éthiopie a considéré que les normes conventionnelles et coutumières avaient un contenu très analogue, voire identique. Concernant la problématique de cette étude, nous observons l'existence de plusieurs problèmes liés à l'applicabilité et à l'application des traités de droit international, humanitaire dans les conflits armés internationaux et non internationaux. En effet, plusieurs États refusent d'appliquer le droit des conflits armés en arguant la non-ratification des conventions relatives à ce droit. Les spécialistes du DIH parlent d'un problème de sous-ratification, qui concerne en particulier les conflits armés non internationaux, puisque la majorité des États de la communauté internationale ont ratifié les conventions de Genève de 1949. Par conséquent, l'efficacité et l'effectivité du droit conventionnel demeurent réduites, du fait que de nombreux États ayant pris part à des conflits armés sans prendre l'engagement de respecter les traités humanitaires en vigueur, particulièrement en procédant à leur ratification. À cela, s'ajoutent d'abord les problèmes liés au droit conventionnel applicable dans les conflits armés non internationaux, et qui sont la conséquence directe du caractère lacunaire et limité de ce droit. Ensuite, il existe les problèmes liés à la qualification des conflits armés. Plusieurs traités de droit humanitaire nécessitent une qualification des conflits armés, internationaux ou non, et ce, avant de préciser le droit conventionnel applicable. D'après ces observations, nous confirmons l'existence de plusieurs obstacles qui entravent l'applicabilité du droit conventionnel dans les conflits armés. En outre, nous soulignons la persistance de plusieurs autres situations qui confirment le phénomène de l'inapplicabilité des traités dans les conflits armés. À cet égard, nous constatons qu'il y a des conventions universellement ratifiées mais qui peuvent parfois tomber en deçà de l'universalité, particulièrement au moment de la phase intervalle de la création d'un nouvel État qui n'est pas lié juridiquement par des traités. Il existe aussi des situations où les parties impliquées dans un conflit armé ne sont pas liées par les mêmes obligations juridiques dans leurs rapports réciproques. C'est le cas, par exemple, des guerres menées dans le cadre d'une opération internationale de rétablissement de la paix, ou des guerres menées par une coalition et auxquelles participent des contingents militaires de différents pays. Pour résoudre les problèmes liés à l'applicabilité des traités dans les conflits armés, nous allons démontrer durant cette étude que la coutume dispose du cadre juridique permettant de remédier aux difficultés précitées. En effet, en dépit de la large codification des normes coutumières par les différents traités de droit international humanitaire, notamment par les conventions de La Haye de 1899 et de 1907, les conventions de Genève de 1949 et les 2 protocoles additionnels de 1977, la coutume est actuellement plus que jamais la solution la plus appropriée pour garantir l'applicabilité et application des traités dans les conflits armés. D'ailleurs, les conventions de La Haye et de Genève découlent largement de la codification de règles coutumières qui étaient acceptées par tous les gouvernements civilisés en tant que loi et coutume de la guerre. De plus, le droit des traités ne peut pas tout prévoir et lui-même fait le renvoi à la coutume. C'est le sens même de la clause Martens figurant dans plusieurs traités de droit des conflits armés. Outre cela, la communauté internationale a donné à plusieurs règles coutumières l'appellation de Jukogens qui désigne des normes impératives du droit international. C'est le cas de la prohibition de l'emploi de la force entre États, l'interdiction de la torture, du génocide, de la piraterie, etc.,
ou encore l'appellation d'erga omnes qui implique que tout État a un intérêt juridique légitime à exiger le respect des normes faisant partie de cette obligation. Px, l'interdiction de l'esclavage est la règle exigeant le respect du droit humanitaire. Ceci montre de facto que la société internationale est fermement résolue à empêcher les transgressions du droit humanitaire dans toutes sortes de conflits armés, et quels que soient les arguments avancés par les parties en conflit. Notre objectif est donc de démontrer que la codification de la coutume par les traités n'a pas remis en cause l'importance de celle-ci, dans la recherche de solutions adaptées aux problèmes liés à l'applicabilité des traités dans les conflits armés. Nous mettrons en relief que la coutume garantit la protection des personnes et des biens civils, la réglementation de la conduite des hostilités, la maîtrise de l'emploi des armes et la mise en œuvre du DIH. Autrement dit, la coutume joue un rôle essentiel dans la résorption des difficultés d'incapacité d'applicabilité de certains traités dans les conflits armés. Le DIH coutumier peut réglementer les conflits armés et dispose de l'assise juridique nécessaire pour ce faire, selon tous les aspects liés aux conflits armés. Ces diverses constatations expliquent la nécessité de recourir à la coutume en matière du DIH. Elle revêt le caractère d'urgence, particulièrement ces dernières années car la plupart des conflits actuels sont des conflits armés non internationaux. C'est dans ce cadre qu'on peut situer l'étude réalisée par le CICR sur le droit international humanitaire coutumier. Cette étude a dégagé 161 règles destinées à combler le vide qui peut résulter de l'application des traités dans les conflits armés. Quant à la méthodologie adoptée, elle s'appuie sur un travail de démonstration et d'analyse qui se manifeste à 3 niveaux. En premier lieu, l'identification de la pratique des États permettant de définir le caractère coutumier des règles, objet de l'étude. En effet, pour constater l'existence des normes coutumières, nous allons consulter les sources de la pratique des États, notamment les conventions, particulièrement les conventions multilatérales générales de codification. Il est aussi pertinent, à cet égard, de recourir à la pratique des organisations internationales. Ces dernières disposent de la personnalité juridique internationale, et par conséquent, elles sont aptes à participer aux relations internationales en créant des pratiques pouvant contribuer à la formation de la coutume, et cela indépendamment de leurs États membres. En deuxième lieu, nous consultons la doctrine. Celle-ci est le moyen qui peut expliquer, interpréter, constater, analyser et systématiser les règles coutumières. L'œuvre doctrinale sert également à divulguer le DIH, à éclaircir, à dresser les typologies et les classifications des règles coutumières et à en spécifier le contenu. La doctrine contribue par ailleurs à la compréhension de tous les détails et les subtilités relatives aux normes coutumières. Elle explique particulièrement ces normes, donne des exemples, définit les concepts. En troisième lieu, l'étude va être très ouverte sur l'application de la coutume par la jurisprudence internationale, notamment celle des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie, 1993, La Haye et le Rwanda, 1994, Arusha. La jurisprudence de ces tribunaux constitue dans cette étude une source incontournable, utile et pratique. Elle permet principalement de découvrir la pratique étatique à laquelle le juge international a fait le renvoi, de surmonter les difficultés liées à l'interprétation des normes coutumières et à la définition des crimes, etc. Il serait donc intéressant de démontrer, dans la première partie de cette étude, qu'en dépit de sa large codification, le droit international humanitaire coutumier est capable de fournir le support juridique nécessaire à la protection des personnes et des biens civils, première partie. Dans la seconde partie, nous démontrerons que la coutume peut régir la conduite des hostilités et maîtriser l'emploi des armes, voire elle contribue à la mise en œuvre du DIH, deuxième partie. Enfin, il serait judicieux de faire l'économie des solutions que la coutume apporte aux insuffisances du droit des traités et définir la nature de la relation qui existe entre traités, coutumes et jurisprudence en matière du DIH. Tout cela, pour conclure que la coutume doit veiller à l'instauration et la consolidation de la paix dans un monde de droit, en prohibant le recours à la force dans les relations entre les États et en obligeant les parties en différend à recourir au mode pacifique de règlement des litiges, particulièrement la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, les bons offices et le règlement judiciaire. Conclusion générale.
Première partie. Persistance de l'intérêt de la coutume dans la protection des personnes et des biens civils. La question fondamentale de la première partie de cette étude consiste à savoir si la coutume dispose du cadre juridique nécessaire pour protéger les personnes et les biens civils dans les conflits armés. Dans ce cadre, il est à démontrer que la codification des règles coutumières n'a pas pour autant remis en question la persistance de l'intérêt du droit coutumier comme garant de la protection des personnes et des biens civils. Pour ce faire, nous avons choisi d'étudier quelques exemples de normes coutumières concernant les principes de base qui s'appliquent à toutes les personnes civiles et hors de combat en les protégeant ainsi que leurs biens. Effectivement, il y a plusieurs principes qui constituent la base de la protection des personnes et des biens civils, chapitre 1. Ainsi, il y a d'autres garanties juridiques permettant de protéger convenablement certaines catégories de personnes et de biens civils, chapitre 2. Chapitre I. Principes de base de la protection des personnes et des biens civils. Il convient d'abord d'étudier les garanties fondamentales relatives à la protection des personnes civiles, section 1, puis les garanties liées au principe de la distinction, section 2. Section 1. Les garanties fondamentales relatives à la protection des personnes civiles et hors de combat. Les garanties fondamentales s'appliquent à toutes les personnes civiles se trouvant aux mains d'une partie au conflit et qui ne participent pas directement aux activités liées aux hostilités. Elles s'appliquent également aux personnes qui se trouvent dans une situation hors de combat. Elles sont considérées comme des droits primordiaux qui assurent la protection des personnes civiles et qui restent applicables quelles que soient les circonstances. Il importe donc d'étudier dans cette section 4 règles fondamentales qui illustrent parfaitement le rôle primordial de ces garanties dans la protection des personnes civiles. Dans ce cadre, il convient d'étudier d'abord l'interdiction du meurtre ou le droit à la vie et l'interdiction de l'esclavage, 1, puis dans un second paragraphe se pencher sur l'étude de l'interdiction de la torture et du viol, 2. 1. Règles interdisant le meurtre et l'esclavage. Il s'agit d'étudier l'interdiction du meurtre qui constitue la base même de tout l'édifice du droit international humanitaire, puis l'interdiction de l'esclavage et de la traite des esclaves qui constitue le fondement sine qua non de la dignité humaine. À l'interdiction du meurtre. Le droit à la vie est le premier droit de l'homme qui conditionne l'existence des autres droits de la personne humaine. Il fait partie du minimum irréductible, c'est-à-dire un droit absolument nécessaire pour tout être humain et sans lequel l'homme cesse d'exister. Ce droit doit être respecté en tout temps et dans toutes les circonstances, à l'exception des cas prescrits dans le droit international. En matière de droit international humanitaire, on se réfère à l'interdiction du meurtre qui constitue une norme coutumière liée directement au principe cardinal de distinction régissant la conduite des hostilités, particulièrement par l'imposition, en tout temps, de respecter la distinction entre civils et combattants et l'interdiction de mener des attaques contre les civils. La pratique des États interdit le meurtre dans les conflits armés, et le juge international a établi la différence entre le meurtre et l'homicide intentionnel en précisant leurs éléments constitutifs. 1. L'interdiction du meurtre ou le droit à la vie. L'interdiction du meurtre a été énoncée par le droit international humanitaire et par le droit international des droits de l'homme. 1.1. L'interdiction en droit humanitaire. Le droit à la vie est un droit fondamental du DIH dans le sens où tout acte de guerre à l'égard des combattants mis hors de combat, ou contre les non-combattants est strictement interdit. En effet, depuis 1863, le Code Liber a interdit le meurtre des personnes civiles et a réprimé sa perpétration par la peine de mort. Cette interdiction a été codifiée dans l'art. 12 de la Convention I de Genève de 1949, ci-après première CG, qui interdit toute atteinte à la vie des membres des forces armées qui seront blessés ou malades. De même, la même convention a considéré l'homicide intentionnel commis contre des personnes protégées comme une infraction grave entraînant la responsabilité individuelle. En plus, cette interdiction a fait l'objet d'une nouvelle codification par le premier PA qui a interdit, en tout temps et en tout lieu, les actes portant atteinte à la vie, notamment le meurtre, et a attribué à cette interdiction la qualification de garantie fondamentale. Le commentaire de l'art.
50 de la première CG précise que l'homicide intentionnel comprend tous les cas où des blessés ou des malades n'opposant aucune résistance seraient mis à mort. Ainsi, il comprend tous les attentats contre la vie du personnel sanitaire et religieux, aussi bien lorsqu'il est devant l'ennemi que lorsqu'il est arrêté, y compris la durée où il serait retenu pour soigner les prisonniers. En outre, en plus des cas où l'homicide peut résulter de la commission d'un acte, il y a des cas où il est le résultat d'une omission. C'est le cas, par exemple, des blessés privés des soins qui pourraient être sauvés ou des personnes protégées qui meurent à cause de leur privation de la nourriture. Toutefois, le meurtre ne sera constaté que si le caractère intentionnel de l'infraction est clairement établi. En conséquence, la simple négligence ou l'impossibilité matérielle ne permet pas de conclure à l'existence du crime de meurtre. En ce qui concerne les conflits armés non internationaux, l'art. 3 interdit en tout temps et en tout lieu les atteintes portées à la vie, notamment le fait de commettre le meurtre sous toutes ses formes contre les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités. Dans ce sens, le deuxième PA a souligné que les atteintes portées à la vie, en particulier le meurtre, sont et demeurent interdites en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté. En plus, le statut de la CPI a qualifié de crime de guerre l'atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, à condition que ces atteintes soient perpétrées dans le cadre d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international et en violation de l'art. 3 Il convient de noter que le droit à la vie s'applique à toutes les personnes civiles dans des situations liées à un contexte de conflits armés. En effet, il est établi que l'exécution extrajudiciaire d'un groupe de personnes non armées, au motif de leur sympathie ou leur soutien à un mouvement armé illégal, est une violation du droit à la vie en vertu des instruments des droits de l'homme. 1.2. L'interdiction dans les droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, art. 3 stipule que tout individu a droit à la vie. Ainsi, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 stipule que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Le terme inhérent, figurant dans cet article, signifie que le droit à la vie est lié à la qualité de personne humaine et que son existence a précédé sa reconnaissance. En effet, cet article constitue la seule disposition dans le domaine des droits de l'homme qui a reconnu cette qualité à l'un des droits protégés. En plus, tout en confirmant le droit de toute personne à la vie, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, CEDH, dans son art. 2. N'emploie pas le terme arbitraire, mais fixe un droit général à la vie et donne, dans le 2 du dit article, une liste limitée des cas dans lesquels la mort n'est pas considérée illicite. Le droit à la vie constitue une garantie fondamentale, en ce sens qu'il conditionne l'existence de tous les autres droits reconnus dans les instruments des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle les dispositions établies par les traités des droits de l'homme n'accordent aucune dérogation à l'interdiction du meurtre des civils et des personnes hors combat. Ce qui veut dire que cette interdiction est applicable en tout temps. Pour ce qui est des restrictions au droit à la vie prévues au paragraphe 1 et 2 de l'art. 2 de la CEDH, la Commission européenne des droits de l'homme a considéré que la violation du droit à la vie n'est justifiée par aucune de ces exceptions. De même, l'art. 15, 2 de la CEDH de 1950, observe que le droit à la vie ne peut faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception du cas du décès découlant des actes licites de guerre. Dans le même sens, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ne permet aucune dérogation à ces obligations en cas de situation d'urgence. La Commission africaine a observé que même une situation de guerre civile ne peut justifier la violation des dispositions de la Charte africaine. D'ailleurs, la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969, art. 27, interdit toute dérogation au droit à la vie, même en situation de danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation. La Cour EDH a conclu à la violation du droit à la vie dans plusieurs affaires. Par exemple, dans l'arrêt Issaïeva C. Russie, Yusupova, Bazayeva C.
Russie du 24 février 2005. La Cour a conclu à la violation du droit à la vie en se référant aux opérations nécessaires, non prises durant l'opération effectuée et autres termes du DIH. En plus, dans l'affaire Varnava et autres C. Turquie, adoptée en 2009, la juridiction de Strasbourg a observé que l'art. 2 de la CEDH nécessite d'être interprété selon les principes du droit international, spécialement les règles du droit international humanitaire qui tendent à humaniser autant que possible les conflits armés. 2. La différence entre le meurtre et l'homicide intentionnel. La Chambre de première instance, dans l'affaire de Lalique, a affirmé qu'il n'est pas possible de tracer une ligne de démarcation entre l'homicide intentionnel et le meurtre qui influence leur contenu. Ce qui veut dire, selon les termes du jugement rendu dans l'affaire Blaskić, que le délit de meurtre sous l'art. 3 équivaut l'homicide intentionnel sous l'art. 2 du statut du TPIY. Ainsi, le tribunal de l'affaire Jeličić a observé que le meurtre se définit comme l'homicide perpétré avec l'intention de donner la mort. Pour éclairer la signification des deux termes, il convient d'analyser les éléments constitutifs des deux crimes en question. En effet, il est bien établi que l'établissement de la culpabilité pénale ne peut aboutir qu'avec l'analyse de deux éléments fondamentaux à savoir l'élément matériel et l'élément moral. 2.1. L'actu reus du meurtre, l'élément matériel. Le premier élément constitutif de l'homicide intentionnel et du meurtre est l'élément matériel ou actu reus. Cet élément constitue l'acte physique nécessaire à l'infraction. En effet, dans tout homicide, l'élément matériel est constitué par la mort de la victime en conséquence des actes de l'accusé. En plus, la Chambre, dans l'affaire de Lalique, a noté que l'élément matériel de ces deux crimes peut être un acte ou une omission. Elle a aussi observé qu'il doit exister un lien de causalité important entre la conduite de l'accusé et la mort de la victime. Il convient de souligner que si dans l'affaire Blaskić, Jeličić et Kristić, la mort des victimes est le résultat de l'acte de l'accusé, l'affaire Krnojeľak constitue, à cet égard, un cas particulier, dans la mesure où le meurtre a été porté contre l'accusé, notamment pour le cas d'un détenu qui s'est suicidé par pendaison dans sa cellule. Selon le procureur, le suicide de la victime a été le résultat des sévices, de l'absence de soins médicaux et de sa mise en isolement. L'accusation soutient que la situation ainsi créée était telle que l'accusé, ou ses subordonnés, pouvait raisonnablement prévoir que la victime se suiciderait. À ce sujet, la Chambre de première instance de l'affaire Krnojeľak a jugé que le lien de causalité et l'intention sont décisifs. L'acte commis ou l'omission perpétrée par le prévenu ou par ceux qui sont sous sa responsabilité doivent avoir été à l'origine du suicide de la victime. L'intention de pousser la victime au suicide, ou d'en envisager une éventualité doit être prouvée. Or, la culpabilité de l'accusé ne peut être prononcée que s'il est prouvé que les actes ou omissions dont il doit répondre pénalement ont incité la victime à mettre un terme à sa vie et si ce suicide était intentionnel. La Chambre de première instance, dans l'affaire Krnojeľak, a acquitté Krnojeľak de chef 8, relatif au meurtre parce qu'elle estime que le lien de causalité entre l'action ou l'omission de l'accusé et la mort de la victime n'est pas suffisamment démontré. 2.2. La menrea du meurtre, l'élément moral. Le second élément du crime de l'homicide intentionnel et du meurtre est la menrea, ou l'élément moral. La définition de l'intention requise à cet égard suscite généralement un grand débat. En effet, pour analyser cet élément, la Chambre de l'affaire de Lalique s'est basée sur le but de l'interdiction édictée par les conventions de Genève, qui vise clairement à empêcher qu'il ne soit attenté à la vie des personnes vulnérables et sans défense qu'elle protège. Elle a constaté à ce sujet que l'art. 32 de la 4e CG, en interdisant les actes de nature à causer la mort de personnes protégées ou à leur affliger des souffrances physiques, prescrit une interdiction fondamentale. Selon le commentaire, le dit article est rédigé de façon à faire déduire le lien de causalité entre l'acte et le résultat tout en reconnaissant que les infractions énumérées supposent d'une manière générale un élément intentionnel. Pour préciser la nature de cet élément, la Chambre s'est basée sur le commentaire de l'art. 11 du premier PA,
où la notion d'imprudence est incluse dans celle d'intentionnalité tout en écartant la simple négligence de son champ d'application. De même, relativement à l'art. 85 du même protocole, le commentaire penche à distinguer la négligence ordinaire de l'intention coupable ou de l'imprudence et observe que seule cette dernière entre dans l'élément intentionnel. Le juge, dans l'affaire de Lalique, observe que souvent dans les systèmes de common law, on utilise l'expression intention coupable pour désigner l'élément nécessaire pour faire d'un homicide involontaire un meurtre. Toutefois, l'intention coupable ne se réduit pas seulement aux mauvaises intentions qui dirigent l'auteur d'un homicide, mais elle va jusqu'à vouloir porter gravement atteinte à l'intégrité physique d'autrui ou tuer sans fait justificatif. En outre, dans la majorité des systèmes de common law, la condition d'un élément moral est, dans le cas de meurtre, remplie dès lors que l'accusé savait qu'il pouvait causer la mort d'autrui ou a fait preuve d'imprudence. Effectivement, le juge de l'affaire de Lalique constate que le concept de dol connu dans les pays de droit civil décrit la notion d'un acte à caractère volontaire, incluant tant l'intention directe qu'indirecte, dolus eventualis. Selon la théorie de l'intention indirecte, si l'accusé adopte un comportement dangereux menaçant la vie des victimes, son homicide est réputé intentionnel s'il s'est fait à l'idée qu'il pouvait causer la mort d'autrui. À cet égard, la Chambre de l'affaire de Lalique est parvenue à deux conclusions pertinentes. La première, la classification de l'élément moral en cause dans le meurtre varie selon les systèmes juridiques, mais malgré cette différence, il est bien établi qu'une certaine intention est exigée. Cependant, cette intention peut être ressortie des circonstances lorsque l'accusé agit en prévoyant la mort ou étant imprudent s'expose inutilement au danger. La seconde, l'intention ou l'élément moral nécessaire pour constater que l'infraction d'homicide intentionnel ou du meurtre existe dès qu'il est démontré que l'accusé avait l'intention de donner la mort ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique d'autrui à cause de son imprudence et de sa négligence. B. L'esclavage et la traite des esclaves. La pratique des États interdit l'esclavage et la traite des esclaves dans les conflits armés. Ainsi, le juge international a fait le renvoi à cette interdiction. 1. Définition et fondement coutumier de l'interdiction. En premier lieu, il convient de définir l'esclavage et la traite des esclaves. Ensuite, il faut démontrer le fondement coutumier de l'interdiction de l'esclavage et la traite des esclaves. 1.1. Définition de l'esclavage et de la traite des esclaves. La Convention du 25 septembre 1926 et la Convention supplémentaire de 1956 ont défini l'esclavage comme l'état ou condition d'un être humain sur lequel s'exercent les caractéristiques du droit de propriété ou certains d'entre eux. Cette définition a été confirmée et codifiée par l'art. 7. 2. Al. C. du statut de la CPI de 1998 qui a défini la réduction en esclavage comme l'exercice sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, comme la traite des hommes et surtout des femmes et des enfants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.